C'est un bel athlète, hein, il est fait comme un pur sang. Hein. Il est beau. Hein, c'est un bel athlète. Hein. Bonjour en tout cas. Bonjour. Merci de nous accorder un moment. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et nous partager votre parcours? Je m'appelle Olivier Robert, je suis, ce qu'on peut dire, cavalier de concours hippique maintenant. Études normales, pas une star, mais j'ai basculé dans le monde des chevaux assez tôt. À 16 ans, c'était assez tôt là pour le coup, j'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis avec une personne qui importait des chevaux là-bas. Et je dois dire, ça a été une révélation pour moi. J'étais pas un grand cavalier jeune. Je ne l'ai pas été pour autant de façon plus exceptionnelle tout de suite, mais ça m'a permis pendant 2 ans de vivre quelque chose d'incroyable à Wellington. Et malheureusement, au bout de 2 ans, je n'avais plus de visa autorisé et renouvelable. Donc j'ai dû rentrer, puis là j'ai dû me rendre à l'évidence, je n'étais pas un grand cavalier du tout. Et j'ai basculé dans le monde des affaires. J'ai ouvert un magasin de cuisine pendant un laps de temps assez important. Je suis restée quasiment pendant une dizaine d'années dans ce monde-là. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à monter à cheval en parallèle. Je me suis améliorée, j'ai travaillé, j'ai eu la chance d'avoir pas comme voisin, mais en tout cas assez proche pour aller y travailler souvent, Pierre Durand. Et je garde un souvenir et il m'a beaucoup aidé dans cette période-là à basculer et devenir un cavalier convenable. Ensuite, s'est présenté, alors que je montais vraiment en tant qu'amateur, un cheval incroyable qui s'appelait un Cadloasis. Force est de constater que quand on a un vrai bon cheval, on s'améliore. Et j'ai basculé dans le monde professionnel. J'ai cédé mon entreprise et je me suis lancée. Il y a eu des bons moments, il y a eu des moments un petit peu plus faibles, mais la rencontre de pas mal de chevaux d'exception m'a aidé véritablement à atteindre on peut parler de haut niveau, on peut parler aussi de niveau intermédiaire et puis de devenir assez régulièrement dans les 10 dernières années un membre de l'équipe de France. Donc à la base, qu'est-ce qui vous a conduit à faire de l'équitation et après du saut d'obstacle du coup? Clairement, si on part à la base, c'est-à-dire quand j'avais 6 ans, je faisais du football, j'adorais le foot. Et puis ma maman, elle, c'était le poney. Donc papa les chevaux, maman les poneys. Et je dois dire être plus passionnée à la base de football que de poney. Mais clairement, le temps venant, j'ai eu un amour. J'ai ma maman qui m'a offert un poney chouette et je suis vraiment tombé amoureux des animaux purement. J'ai continué le foot jusqu'à la limite des cadets juniors, on va dire. Et à un moment donné, il a fallu décider si l'un était plus pratique le samedi pour le football. Les concours, c'était le dimanche bien souvent. Et fatalement, les données étaient trop délicates pour continuer. Clairement, les deux, c'était vraiment trop délicat. Et j'ai basculé dans les poneys, les chevaux, on va dire, et sans aucun regret. Donc vous venez de parler de votre amour de l'animal et vous entretenez une relation très particulière avec vos chevaux. Donc que vous apporte ce lien au quotidien sur le plan humain? Le fait est, c'est que tout ce que vous voyez autour de nous, on a une belle maison, une écurie qui va vraiment bien, et puis des extérieurs, on a pu faire au fur et à mesure des années, mais c'est eux qui nous ont payé ça, qui nous ont aidés à avoir ça par leur compétences en compétition, on va dire, ou ce genre de choses. Mais quand bien même, je crois que si je faisais plus de compétition, je monterais encore à cheval parce que j'aime vraiment ça. Je me suis rendu compte de ça sur le tard parce que c'est à des moments où on monte un petit peu moins où je m'en suis rendu compte évidemment lorsque je travaillais dans mon magasin de cuisine. Ce lien particulier, fatalement des chevaux qui nous font gagner en compétition, on l'a peut-être un petit peu plus, mais avec le recul, non, dans les 5 dernières années, finalement, ça n'a pas toujours été les superstars avec lesquels j'ai eu un profond attachement. Mais quand même, ils sont rentrés dans nos vies.
on a deux chiens, des animaux de compagnie, hein, ce qu'on appelle des animaux de compagnie, mais clairement, je veux dire, ce sont nos animaux de compagnie, clairement. On les aime de la même manière. On a vraiment voulu avoir contre notre maison 5 box parce que c'est important. Quand on sort de la maison, on a leur tête contre nous. Quand ils sont dans leur box, c'est pas dans les prés. Vraiment, ouais, ils sont importants autant qu'un chien ou un chat de ce qu'on va appeler un véritable animal de compagnie, ce qui n'est pas le cas pour un cheval. Mais clairement, on ferait pas sans, on ne se pose pas la question, on ne ferait pas sans. Donc, comme vous venez de parler, certains chevaux vous ont permis de faire du très haut niveau. Donc, c'est une discipline qui exige une parfaite combinaison de technique, de rigueur et d'harmonie avec le cheval. Donc, quels sont selon vous les principaux défis et les qualités essentielles pour exceller dans le haut niveau? Je n'ai pas à la base, ayant fait un break de l'âge de 19 ans à l'âge de 30 et quelques années, un break, oui, je montais des petits parcours de niveau 1m30, 1m35, mais vraiment guère plus. Et j'estime qu'il m'a manqué cette technique pour devenir un cavalier classique de très haut niveau. Quand bien même la proximité que j'ai avec mes chevaux, ce qu'ont beaucoup de cavaliers bien sûr, mais m'a aidé à faire couple et passer, on va dire, certains obstacles plus aisément que certains autres où dans leurs écuries, vous avez 60 chevaux et puis tel va au concours le week-end suivant. Je dois dire peut-être être plus proche de mes chevaux que certains autres cavaliers. Heureusement, parce que je leur fais par moments des mauvaises blagues en piste et ils me le pardonnent. Ils me le pardonnent souvent. Voilà. Après, au niveau technique, au fur et à mesure des années, je vais vous citer des rencontres comme Michel Robert, Pierre Durand, qui ont bien transformé mon équitation, modernisé aussi à certains aspects. Là, ces dernières années, l'équipe de France avait mis un sélectionneur qui était plutôt entraîneur purement, Henk Noren, qui m'a aidé aussi à comprendre le fonctionnement d'un cheval, donc sur le tard évidemment, mais je me suis bien amélioré à ces moments-là. J'ai eu une année 2024 un petit peu, enfin on était proche de la sélection olympique, mais on n'a pas autant gagné que dans les années 2020 à 2022, à l'époque avec Van Gogh, Vivaldi. On avait d'autres objectifs pas atteints, hein, la sélection olympique, mais en tout cas, j'estime beaucoup progressé en 2024 et je pense que 2025 sera une année d'exception, au moins en termes de sentiments à cheval. Et certains chevaux vont avoir pris un peu plus de maturité, même Iglesias aura pris un petit peu plus de maturité. Et c'est véritablement une grosse année de travail qu'on a eue en 2024 qui permet. Donc en fait, en résumé, je pense que pour n'importe quel cavalier, jeune ou quoi, le travail paye. Définitivement, à cheval, on peut partir comme moi, sans trop de talent à la base, et à force de rencontrer les bonnes personnes, les bons chevaux bien évidemment, qui participent bien et en les aimant et en leur donnant au maximum, fatalement le travail paye. Après, on fait le niveau que l'on peut faire, mais j'ai pu tutoyer le haut niveau régulièrement depuis 10 ans en étant moyen à la base. Et si je ne me trompe pas, vous allez participer au Jumping International de Bordeaux dans quelques semaines. Donc ça approche à grands pas. Et comment vous vous préparez pour cette compétition? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos entraînements, ainsi que l'importance de la préparation mentale pour performer à un tel niveau? Je vais démarrer par la préparation mentale, parce que c'est quelque chose où je me fais aider par une personne qui n'était pas forcément dirigée vers ça. C'est Anne, qui est aussi ma kiné, que je vois 2 fois par semaine.
Et pour elle, c'est assez simple. En tout cas, les phrases sortaient assez simplement parce qu'elle a accompagné le canoë-kayak à plusieurs Olympiades et Tony Estanguet et compagnie. Donc, elle sait ce que c'est le sport de haut niveau. C'est un sport individuel qu'elle faisait également. Donc, elle m'accompagne de cette manière-là depuis un moment. Je lui ai demandé. J'estimais qu'elle avait tellement intelligente et je pense qu'elle m'a beaucoup aidé à encaisser les victoires un petit peu. Ouais, les victoires depuis ces années-là et les échecs aussi, et comment se remobiliser après un dimanche un petit peu noir. Alors ça, c'est vraiment important. Ça, c'est pour la question psy. Et donc, Anne m'accompagne. On fait un point régulièrement écrit après un travail physique chez elle. Ensuite, la préparation du jumping de Bordeaux, cette année, elle se fait plus aisément parce que Iglesias a pris beaucoup de métiers. L'année dernière, il était à un point de la qualification pour la finale Coupe du Monde. Au dernier moment, on était rattrapés quand deux Anglais ont fait forfait. Mais clairement, c'est le temps passé en compétition dans les parcs des expos qui amène la maturité. D'autres cavaliers d'exception, comme par exemple Kevin Stott, qui est né dedans, qui est tellement talentueux purement, il va prendre un cheval avec peu d'expérience là-dedans, et puis en 3 compétitions, le cheval va se sentir bien et puis passer au-delà du fait qu'il n'a pas fait d'indoor l'année d'avant. Alors ça, j'estime avoir la cartouche, en l'occurrence Iglesias, pour sauter la Coupe du Monde, potentiellement sans faute et sans faute au barrage. Le travail, j'ai décidé de lui donner 7 week-ends de break depuis la dernière compétition en indoor qui était à la Corogne. Il va venir avec moi, ce n'était pas vraiment prévu au programme, mais il ne fait pas beau en ce moment. Alors j'ai décidé d'amener Iglesias avec moi à Oliva, en extérieur, où il redémarrera donc après 7 week-ends off 3 petits parcours pour prendre un petit peu d'oxygène. Un parcours le premier week-end, puis 2 parcours. On rentrera à la maison le dimanche soir et il aura encore 12 jours avant le début de la compétition à Bordeaux, où on fera un entraînement supplémentaire avec mon entraîneur, parce que j'ai un entraîneur en parallèle, Stéphane Gramont. On fera un travail probablement le lundi et je pense qu'on sera au point et prêt pour le samedi soir, la Coupe du Monde. Ok, merci pour ces explications. Et pour finir, donc 3 cavaliers DBF participeront au jumping international cette année. Donc avec votre expérience, quels conseils précieux pourriez-vous leur donner pour les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes ? Clairement, prendre le plaisir. Je pense souvent à ça quand je rentre, puisque quand on rentre, que ce soit à La Baule, Aix-la-Chapelle, Calgary, ou en indoor, que ce soit Genève, La Corogne, Londres, Bordeaux et autres, on rentre dans des endroits magiques. On rentre, la salle à Bordeaux va être pleine avec, je crois, 8000 spectateurs. Ça fait beaucoup de monde sur ce nombre de mètres carrés. Et d'apprécier quand on rentre en piste, d'apprécier quand on est au paddock, de prendre le plaisir le matin à aller travailler son cheval pour qu'il rentre assez relax. Bordeaux est un petit peu particulier dans le contexte parce que le paddock se fait véritablement au milieu du public, ce qui n'est pas le cas du tout dans certaines autres compétitions. Alors pour les spectateurs, c'est assez exceptionnel parce que vous passez du paddock à la piste en voyant les chevaux travailler, sauter leur premier, mais pour les chevaux et les cavaliers un petit peu moins aguerris, c'est un petit peu particulier. Donc, comment se sortir la pression? Si vous faites cette compétition, chers cavaliers DBF, c'est pour le plaisir avant toute chose. Nous, on a des obligations en tant que professionnels, on a des copropriétaires avec Iglesias et on a des comptes à rendre auprès de notre fédération pour avoir des sélections pour le futur. Mais clairement, y aller pour gagner, c'est une chose. Pierre de Coubertin disait en année olympique, l'important c'est de participer. Bien sûr, c'est de participer, mais en prenant les choses dans ce sens-là, en organisant le bon programme le mois précédent dans le travail des chevaux
et des cavaliers physiquement, s'obliger à être véritablement dans le coup. Un des 3 cavaliers DBF dont vous parlez, Apolline, c'est plus qu'un ami. Et il s'entraîne physiquement toutes les semaines chez cette même kiné. Être dans le coup, avoir une bonne hygiène de vie et puis comment bien analyser les parcours qu'on a fait par le passé, on va même dire pas l'année précédente à Bordeaux parce que c'est trop loin, mais ce qui a été bien, prendre le temps de mettre sur la télévision les parcours et analyser, tiens, tac, à ce moment je fais ci. Voilà, ça c'est plus le côté technique, et quand on le fait pour nous-mêmes, hein, on a des séances vidéo comme l'équipe de France de Galtier ou de Didier Deschamps en rugby et football le font, donc nous on doit le faire personnellement. On le fait à titre individuel, mais l'équipe de France nous met un système, et dès qu'on est sorti de piste, on a l'iPad et puis on analyse, tiens, tac, non, là c'était vraiment pas bien, il y avait ça à améliorer, et ça je vous pousse à le faire, et puis pas le faire sur des petits téléphones parce que finalement on n'y voit rien. Voilà, je pense qu'en prenant en compte tous ces éléments-là, on arrive prêt, mais avant tout de participer, déjà la belle chose, quand vous rentrez en piste, le prendre en se disant « Waouh, quelle chance de monter dans cette piste-là » devant le public, et puis réussir à se sortir la pression, et à partir du moment où les choses sont bien entretenues, ils nous rendent l'appareil, clairement. Ben, merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir.